Monsieur, bonsoir. C'est dimanche. Bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de Presse. Sur le plateau avec moi, le docteur Yves-Martin Ahanda Asiga, qui est chirurgien. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce. À ma gauche, Lynn René Batongay, qui est le chef de service environnement et développement durable à la rédaction centrale du Poste national. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir sur le plateau de Scène de Presse. C'est la première fois que vous venez sur le plateau de Scène de Presse. C'est la deuxième fois, exactement, plus exactement. La première fois que moi je vous accueille. Oui, ça c'est sûr. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir, merci et bienvenue. Avec vous, nous parlerons de cette courbe ascendante des guérisons du Covid-19 au Cameroun. Les derniers chiffres font état de 11 114 personnes déclarées guéries sur 13 711 testés positifs, avec à la clé un pic de plus de 2000 guérisons il y a 2 semaines. À qui et à quoi doit-on ces guérisons? Réponse sur le plateau de Scène de Presse. Loi sur les associations artistiques et culturelles. Les artistes et leurs tutelles ne chantent pas à l'unisson. L'intervention du ministère des Arts et de la Culture dans la vie des associations, les statuts des fédérations, le financement des associations culturelles sont quelques couplets que les deux parties ont du mal à chanter en chœur. Leur solo sur le plateau de Scène de Presse ce soir. Mais avant, parlons de ce décret du président de la République relevant l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires des corps de la santé publique et du décret du Premier ministre qui l'accompagne pour le plus grand plaisir du personnel médical et paramédical relevant du Code du travail. Une fois de plus, bonsoir, docteur. Bonsoir Lucrèce, bonsoir Lynn. Bonsoir. Alors, ce différé de 5 ans, il apporte quoi concrètement? Il était attendu, il était espéré. Qu'est-ce qu'il apporte à votre carrière concrètement? D'abord, au nom du corps médical que je représente ce soir, je tiens à remercier très très chaleureusement le chef de l'État, le président de la République, ainsi que le Premier ministre pour cette décision qui est à la fois courageuse, qui était attendue, qui était souhaitée, qui était espérée par le corps médical et qui est très importante parce que les gens voient l'âge de la retraite, mais la retraite c'est un marqueur, c'est un landmark très important dans la vie d'un individu. C'est ce qui quasiment vous donne sur le plan sociétal la considération et parfois, il faut bien le dire, la déconsidération dès que vous allez à la retraite. Pour beaucoup de personnes, c'est un cap très très important et surtout, de surcroît, c'est un pacte intergénérationnel très très fort. La retraite ne vous engage pas simplement, elle vous engage, elle engage vos enfants comme elle a engagé vos devanciers. Donc d'agir sur ce levier pour reconnaître, valoriser le mérite du personnel médical dans ces temps de pandémie, c'est un plaisir indicible et qui, à mon avis, va ouvrir la voie à une évolution parce que l'âge de la retraite tient compte du vieillissement de la population, tient compte des nouvelles conditions de travail, tient compte de l'évolution de la société. Et donc, c'est la prise en compte de tous ces indicateurs par lesquels le chef de l'État a trouvé juste, dans ces temps, de repousser de 5 ans l'âge de la retraite du personnel médical. Et là aussi, il y a un message. Quand on repousse, les gens ne voient que le gain sur 5 ans. Mais ça veut dire que pendant 5 ans, on va continuer à exercer, on va continuer à travailler, on va continuer à rendre service, on va continuer à servir, à soulager la population, à soulager les gens. On va continuer à cotiser sur le plan de la retraite. Donc on va aussi augmenter,
l'assiette de la retraite pour les générations futures. Donc c'est pas simplement un gain financier comme certains peuvent le considérer, c'est une décision qui a énormément de conséquences, mais qui, en n'en pas douter, valorise le mérite du personnel médical. Et je vous propose d'écouter les réactions des bénéficiaires de ces textes du président de la République et du Premier ministre. C'est dans ce focus. On va retrouver ces réactions au cours de cette édition de Scène de presse. La question que je voudrais vous poser, docteur, à la suite de la première, c'est celle de savoir si finalement c'était un gâchis avant de partir, par exemple, à la retraite à 55 ans pour les uns et à 50 pour les autres. Non, on ne peut pas dire que c'était un gâchis. Comme je l'ai dit précédemment, ça reposait sur certaines réalités. C'est pas un âge... Pour vous donner un exemple contemporain, la dernière réforme des retraites en France a posé un souci énorme, en grande partie à cause de l'âge pivot. Donc il y a une importance à considérer l'âge dans le processus de retraite. Et donc les conditions ne s'y prêtaient pas, les évolutions n'étaient pas encore là pour permettre éventuellement de prolonger ce départ à la retraite. Mais il faut dire que, bien entendu, aujourd'hui, avec l'évolution de la société, de temps en temps, on a l'impression, quand on part à la retraite à 55 ans, que c'est quasiment à ce moment qu'on atteint la maturité, la plénitude dans l'exercice de sa fonction, de sa profession. Et je me souviens de mon patron, mon maître, lorsqu'on a fêté ses 50 ans, et que je lui ai dit mais vous êtes vieux, il m'a répondu, je ne donnerai pas le qualificatif, qui m'a répondu ce jour-là pour me dire qu'il atteignait la plénitude de son exercice, et à ce moment-là que je le traitais de vieux. Non, et beaucoup de gens peuvent le ressentir, et pas simplement le personnel médical, même dans d'autres professions où les gens peuvent encore être très utiles. Et souvent, lorsqu'on travaille dans le milieu public, la prise de la retraite continue à poursuivre l'exercice de sa profession dans le secteur privé ou ailleurs. Lynn? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez un peu parlé de gâchis, parce que on a l'impression effectivement qu'à 50-55 ans, c'est à ce moment-là qu'on a le plus à donner. Oui. Et donc, on aurait pu penser effectivement que c'était un petit gâchis quelque part. Surtout que c'est le secteur privé qui était plutôt mis en haut, comme on peut le dire, parce que tout ce qui prenait la retraite partait directement dans le secteur privé. Et donc, ce relèvement-là va beaucoup aider, encore une fois de plus, le public qui va gagner. Non seulement c'est un soulagement pour les médecins, mais c'est également un grand soulagement pour tout le peuple camerounais, même pour les patients que nous sommes. Hein. Oui, tout à fait. Mais il faut jamais oublier que quand on dit retraite, l'âge de la retraite, il n'y a pas que le travail, il y a une incidence financière. Et il y a une incidence financière intergénérationnelle. Donc ce n'est pas une décision facile qu'on peut prendre juste d'un coup de crayon. Ça nécessite des études en amont, des projections sur l'avenir, sur le futur, au prorata de la masse qui va arriver sur le marché et de la manière dont il faudra entretenir tous ces retraités qui vont arriver. Donc vraiment c'est un plaisir immense pour le personnel médical, pour le personnel enseignant, mais on espère aussi que pour les autres professions qui sont aussi au service public, cette évolution sera prise en compte. Et c'est même bien parce que la demande est très forte, hein, la demande dans le corps médical aujourd'hui, parce que on se rend compte, selon les chiffres donnés par l'OMS, il y a quelques années, on parle d'un médecin pour 10 000 habitants au Cameroun. Et ça, c'était quand même assez grave. Donc, c'est vraiment un soulagement pour tout le monde. Oui, effectivement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, sur le triangle national, nous avons le nombre de médecins, d'infirmiers, pour pouvoir assurer la prise en charge de l'entièreté de la population. Mais comme je le répète, il est important que ces mesures, non seulement lorsqu'elles seront mises en pratique, qu'elles tiennent compte de tous ces éléments. C'est très important. Et notamment aussi l'élément salarial. Bien que le personnel médical comprenne qu'aujourd'hui, dans le contexte d'une pandémie, donc de crise, à la fois sanitaire, mais de crise financière à l'échelle mondiale, on ne puisse pas faire des bonus, des augmentations. Et donc là, le chef de l'État a profité de ce que lui offre, des différentes possibilités que lui offre la Constitution, et notamment le pouvoir décisionnel. Mais cela ne s'est pas fait sans tenir compte, à mon sens, des implications financières importantes et des équilibres
l'équilibre qu'il faut pouvoir garder entre ceux qui travaillent, les actifs, et ceux qui ne travaillent pas. Alors, le personnel médical ainsi récompensé par le président de la République est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 et depuis quelques semaines déjà, on a constaté que le nombre de guérisons augmente. Constat dans nos hôpitaux, dans ce reportage de Barbara Padjama, c'est notre zooming du soir. Décidément, nous n'aurons pas les éléments prévus ce soir. Alors, docteur Aranda Siga, on le disait en l'entame de cette émission, le nombre de guérisons ne cesse de croître. Mais avant que nous n'allions dans le fond du sujet, je voudrais savoir comment on fait pour déterminer le taux de guérison. Pour déterminer le taux de guérison, il faut d'abord déterminer le taux de malade. Qu'est-ce qu'on entend par être malade du Covid ? Donc, certains définissent le malade au résultat du test. Le test est positif, vous êtes malade. Puisqu'il y a généralement la positivité du test entraîne tout de suite d'un confinement, d'une prise en charge et généralement, à ce moment-là, on considère, ou surtout ce qui est le plus important, c'est que vous vous considérez comme étant malade. Or, en réalité, ce virus a 3 phases. Une première phase d'imprégnation qui dure environ 7 à 14 jours, pendant lequel il n'y a quasiment aucun symptôme. Et au bout de 7 à 14 jours, votre organisme réagit. À ce moment-là, votre système immunitaire se met en route. Et c'est là que les différences vont se voir d'un individu à l'autre. D'un individu à l'autre, sans qu'on ne sache réellement pourquoi. On connaît pour ceux qui ont une faiblesse immunitaire, pour ceux qui ont des comorbidités, pour ceux qui sont âgés. À ce moment-là, le système immunitaire ne répondant plus à son maximum, vont avoir des signes de la maladie, la température, la petite toux et un cortège d'autres signes qui sont liés à la fois à la maladie, mais qui sont aussi liés à la mise en route du système immunitaire. Je ne prends qu'un exemple, la température. Beaucoup de personnes pensent souvent que la température, c'est l'agent pathogène. Non, la température, c'est le corps qui élève sa température pour se protéger de l'agent pathogène. Même si cette température, après, peut être dangereuse pour le corps humain. Donc, le corps humain se défend. Et au terme de cette période d'affrontement entre le système immunitaire et la protéine, certains vont réussir à vaincre la protéine et d'autres vont faire la maladie. Voilà. Donc, si on définit le malade comme étant celui uniquement qui est, entre guillemets, séropositif au Covid, en réalité, il a contracté le virus, mais il n'est pas malade. Il est porteur sain. Celui qui va développer des signes à ce moment-là, en fonction de la gravité de ces signes, il sera considéré comme étant malade. Or, aujourd'hui, comme nous n'avons que les tests par rapport à la séropositivité sur le Covid, on a tendance à considérer, et même dans les chiffres qu'on prend en compte, que ceux qui sont positifs et qui après ne le sont plus, sont considérés comme guéris. Ce qui augmente forcément notre taux de guérison, mais c'est tout à fait normal. Parce que s'agissant du Covid-19, l'issue la plus favorable, c'est la guérison. Avec ou sans traitement. Il faut bien qu'on se le dise. On va revenir sur cet aspect. Je voudrais qu'on retrouve dans Barbara Padjama qui est allée dans certains hôpitaux de la ville et qui a pu constater que le taux de guérison est effectivement en hausse, que de plus en plus les lits se vident. Constat donc de Barbara Padjama en zooming dans scène de presse. Un petit groupe de visiteurs presque inaperçus en conversation avec un patient du Covid-19. Pour éviter une contagion, ils se tiennent à carreau. Dans cette salle, seulement 10 cas symptomatiques confirmés. Les seuls d'ailleurs à jour dans ce centre hospitalier. Affaiblissement des chiffres pionniers de l'ennemi. Nous avions une capacité de 24 lits, mais nous nous retrouvions toujours avec des patients, avec un nombre de patients au-dessus de notre capacité, autour de 26 patients. Et il était donc question qu'on réquisitionne certaines salles individuelles dans d'autres pavillons pour isoler d'autres patients et les traiter. Donc maintenant, par contre, nous nous retrouvons avec 10 patients en hospitalisation. Donc on voit que le nombre de patients en hospitalisation régresse. La situation pandémique a pris une autre tournure depuis quelques semaines, définie par les 3T. In testing and treating nous permet d'améliorer le taux de suivi des patients.
Le protocole de prise en charge ordonné par le ministère de la Santé publique est visiblement compatible au traitement de la crise. Ici, en un mois, on est passé de 3 guéris du coronavirus à 8 par jour en moyenne. On a de moins en moins de formes sévères, ce qui fait qu'on se retrouve avec moins de patients qui se retrouvent dans nos lits d'hospitalisation. Le personnel soignant a mis à bas la propagation de la maladie grâce au testing de masse. Et l'État est regardant pour prendre à chaque fois le pouls. Ce sont ces moyens qui ont produit ces résultats. Je pense que le gouvernement est en train de le faire et nous sommes tous en train de travailler de façon opérationnelle sur le terrain. Selon les médecins, le traitement en ambulatoire pour les patients asymptomatiques soulage énormément le nombre de guéris. Beaucoup de salles laissées pour vides, même celles aménagées par les bons soins de l'État. Des allées aérées, la foule des guéris du Covid-19 a décongestionné les couloirs, des agitations dans les hôpitaux. Retour sur le plateau. Alors, docteur Assiga, comment expliquez-vous cette courbe ascendante de guérison au Cameroun depuis quelques semaines? On le verra au cours de cette émission grâce aux tableaux qui nous ont été apprêtés. Mais je ne vais m'arrêter que sur les chiffres de la semaine dernière. On avait 13 711 personnes testées positives de manière globale depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, on parle de 11 114 personnes déclarées guéries, 328 décès, soit un taux de létalité de 2,3%. Comment expliquez-vous cette courbe ascendante de guérison? Est-ce le fait d'une meilleure maîtrise des protocoles, d'une meilleure prise en charge ou alors d'une plus grande prise de conscience des Camerounais? C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Donc, ou peut-être la confusion qu'il y a entre les malades et les personnes positives. Non, pas du tout. Non, il y a le premier facteur qui rentre en jeu est l'évolution même du virus. On s'aperçoit que le virus, plus il est porté, c'est-à-dire plus il passe d'un individu à l'autre, plus il s'affaiblit. Il est moins virulent. Donc ça, c'est un constat. C'est un constat qui a été fait sous différentes latitudes. Donc, il y a déjà le comportement même du virus. Ce qui d'ailleurs a fait prôner à certains l'immunité, la fameuse immunité collective. C'est-à-dire laisser le virus circuler. Plus il va circuler, plus il va s'affaiblir. Alors, à certains moments, on a eu un doute là-dessus. Mais je dois dire que aujourd'hui, les résultats sur la durée montrent que cette attitude n'était pas aussi, dangereuse que cela, puisqu'on voit que tous ceux qui n'ont pas confiné, le Cameroun en fait partie, tous ceux qui ont pris la décision très vite de ne pas confiner, aujourd'hui, même si on a une augmentation en termes de cas, on n'a pas d'augmentation en termes de cas graves. On n'est pas dans des situations qu'on a vues en France, en Italie ou à l'heure actuelle aux États-Unis, et où dans ces pays, pour certains, ils sont en train de reconfiner. Alors que, manifestement, on le voit bien dans la population, on a passé le pic que les algorithmes nous prédisaient aux alentours du 15 juin, on est sur une phase plateau. Si c'est la phase plateau, on peut dire qu'elle sera aisément gérable sans la surcharge. La phase plateau, c'est la phase de cas maximum que nous puissions atteindre sur une durée constante. Et au terme de cette phase, théoriquement, et c'est ça qui permettra de démontrer que c'est la phase plateau, c'est qu'on devra redescendre. Voilà. Mais on est sur une phase de stabilité où la variation des chiffres, et je comprends pourquoi les responsables de la surveillance de cette pathologie ne donnent plus des chiffres au jour le jour, parce qu'il ne faut pas rester sur un raisonnement dicté par les chiffres, mais il faut voir l'évolution sur une plus grande période. Donc ça, c'est la première chose, le comportement même du virus. La deuxième chose est évidemment une meilleure prise en charge. On a appris à mieux reconnaître les signes. C'est rentré, la maladie étant devenue communautaire, c'est rentré dans l'imaginaire collectif. Vous n'avez qu'à voir si vous êtes au restaurant, dès que quelqu'un tousse, voilà, tout le monde fait attention, on se retourne. Donc il y a une prise de conscience, il y a une meilleure gestion de la symptomatologie de la maladie et il y a une meilleure prise en charge des médecins. Même si on n'a toujours pas un traitement qui soit uniforme, qui soit le même pour tout le monde, on a des molécules. Une meilleure compréhension de la maladie nous permet d'avoir des molécules qui ont été efficaces dans d'autres pathologies. Ça a été le cas de la chloroquine, de l'azithromycine. Aujourd'hui, on parle d'un antirétroviral.
de molécules qui permettent d'atténuer les effets de cette maladie. Donc une meilleure prise en charge, une meilleure prise de conscience de la population et, à n'en pas douter, une évolution aussi du virus en tant que tel. Est-ce qu'on peut également imputer ça à la jonction entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle aujourd'hui? Parce qu'on sait également qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la médecine traditionnelle avec toutes ces potions qui sont proposées et qui se révèlent effectivement très efficaces. Je ne sais pas si elle se révèle être efficace, mais je dois dire qu'aujourd'hui, même la médecine classique a agi comme la médecine traditionnelle. Ça, il faut bien qu'on se le dise. Le professeur Raoul, quand il nous dit la chloroquine et l'azithromycine marchent, il ne démontre pas pourquoi. Il sait qu'elle marche. C'est comme quand on dit au village, cette potion marche, vous ne savez pas pourquoi, mais on sait qu'elle marche sur la durée. Donc, aujourd'hui, face à cette pandémie, on est revenu à des réflexes empiriques. On prend ce dont on a l'impression que ça marche. C'est tout. Et ça a aussi un effet très important qu'il ne faut pas négliger sur les 3 P qu'ont causé cette maladie et sur lesquels il faut définitivement en sortir. La peur, la panique et la psychose. La peur. Tout le monde avait peur d'être malade parce qu'on a eu le sentiment que qui disait Covid dit décès. Non. Non, Covid n'égale pas décès. Malheureusement, pour certains d'entre nous, dans nos familles, dans nos proches, on a eu des décès. Mais l'immense majorité s'en est sortie. Et effectivement, si les décès émotionnellement sont très importants, les guérisons, ça n'émeut personne. Mais pourtant, ce sont les plus nombreuses. D'où, de temps en temps, de donner ces chiffres pour bien montrer en comparaison qu'on a bien plus de guérisons que de décès. Donc ça, c'est une chose qui est assez importante. Ce qui induit la peur, c'est le stress. Or, le stress affaiblit les défenses immunitaires. C'est reconnu, c'est démontré. Lorsque vous avez une situation de stress, quelle qu'elle soit, elle affaiblit vos défenses immunitaires. Donc, ceux qui ont eu peur de la maladie se sont mis en situation d'être plus facilement, non seulement de la contracter comme tout le monde, mais surtout d'avoir un système immunitaire qui ne puisse pas réagir à cette maladie. Et donc, le stress a aggravé les effets de la maladie chez un bon nombre de personnes. Et puis la psychose, ça c'est quelque chose qui est terrible parce que c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. C'est quelque chose qui dure. Le Covid déclenche chez vous des réflexes de peur. Vous commencez à avoir peur de la maladie, mais après vous avez peur de tout. Vous n'avez plus envie de sortir, vous ne croisez plus les gens, etc. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Et je pense que, très sincèrement, c'est la compréhension qu'a eu de cette pathologie le chef de l'État très tôt, en refusant de confiner, en sortant tout de suite. Certaines mauvaises langues ont voulu dire qu'il était sorti pour apparaître, etc. Non, c'était pour dire aux Camerounais, on continue, on n'aspire pas au repos, on travaille, on continue de travailler, on met un masque, on prend les mesures de distanciation, mais on sort. On arrête d'avoir peur. Alors, vous avez parlé du virus qui serait moins virulent, plus il circule, moins il est virulent, mais Lynn parlait tantôt de cette alliance entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. On sait très bien que dans nos domiciles, on prend un peu d'Icouk, on prend un peu d'Artémisia, on prend un peu de ci, un peu de ça. Est-ce que vous pensez que nos organismes sont désormais plus résistants? Non pas qu'ils soient désormais plus résistants, c'est qu'ils ont toujours été résistants. Quand on voit ce qu'a traversé l'Afrique, et le Cameroun en particulier, à partir de la maladie du sommeil, du palu, du VIH, non, nous avons des organismes très résistants. Et effectivement, l'apparition de ces différentes maladies, l'apparition des symptômes induits par cette maladie ont aussi amené nos guérisseurs traditionnels à se doter en produits capables de réagir face à ces symptômes. Donc effectivement, quelle est la part des choses entre la guérison du symptôme et la guérison de la maladie? C'est pas parce que j'ai des maux de tête, je prends une potion, ça me soulage des maux de tête, que ça veut dire que je suis guéri de la maladie. Mais au moins, si je n'ai plus les maux de tête, je vais mieux. Donc, il est évident que, comme on ne sait pas exactement, et c'est tout le problème de la médecine traditionnelle, comment elle agit et quel est son mécanisme d'efficacité, on a souvent tendance à être un peu hautain, voire dédaigneux face à la médecine traditionnelle. À tort, selon vous? À tort, puisque toute la médecine classique est issue de la médecine traditionnelle. Toute la médecine classique est issue de la médecine traditionnelle, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan de la résolution des problèmes, que ce soit sur le plan de l'analyse des problèmes, que ce soit sur le plan des molécules qu'on utilise. Ce sont des plantes à la base. Toute la médecine classique vient de la médecine traditionnelle. La différence, c'est que la médecine classique a codifié les procédures. D'accord? Elle a rendu un tout petit peu cartésien ce qui ne l'était pas. Mais dans une situation comme la pandémie,
très rapidement, nos réflexes naturels nous retrouvent. Mais attention, on a eu, il faut bien le dire, une recrudescence de pathologies qu'on ne voyait plus, notamment les épigastralgies, c'est-à-dire les douleurs d'estomac, voire des perforations, qui sont apparues à cause, là aussi, de déconctions associant de l'eau chaude, d'une ginger, etc. Les cooks ne fait pas beaucoup de mal, à part son amertume, mais il n'a jamais été aussi populaire qu'en cette période de pandémie. Alors, tous les malades guéris du Covid, vous l'avez dit il y a quelques instants, est-ce que tous ces malades ou alors tous ces guéris ont été mis sous traitement? Et s'ils ont été mis sous traitement, même étant asymptomatiques, est-ce que c'était nécessaire? Et surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas toujours assez de lits dans les hôpitaux. Et donc, il y a un suivi qui est fait à domicile. Quel est le suivi, justement, qui est fait pour se rassurer que ce sont des personnes qui sont bel et bien en isolement et qui prennent leurs médicaments et donc qu'on peut déclarer par la suite guéris? Je vais reprendre un terme du chef de l'État dans son allocution du 19 mai. Il en appelait à la responsabilité de chacun. Et c'est très important. Lorsque vous êtes suivi à la maison, c'est vous qui êtes responsable de votre suivi. Le médecin vous dit, attention, si vous voyez apparaître tel symptôme, il faut revenir. Voilà le suivi du médicament, l'observance par rapport aux produits qu'on vous donne. Le conseil scientifique a codifié le traitement au niveau local. Ça a été une de ses premières obligations, d'essayer de faire la même chose sur l'étendue du territoire en fonction des résultats qu'il avait constatés. Ils ont ajouté des molécules, ils ont établi une codification très précise du traitement. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut mener ce traitement pour des patients qui ne présentent pas de symptomatologie grave à type de difficultés respiratoires, etc. Ce traitement peut être suivi à la maison, à condition qu'à la maison, vous observiez le traitement, vous soyez attentif à vos signes, et puis que vous vous mettiez aussi à distance de ceux que vous avez à la maison qui sont avec vous. Et ça, c'est de la responsabilité individuelle. Mais aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas parce que vous êtes testé Covid positif que vous allez forcément à l'hôpital. Et je crois que le reportage qu'on a vu a bien montré que même les lits qui avaient été prévus en ce sens n'ont pas tous été occupés, parce que bien entendu, on s'aperçoit qu'on peut rester à la maison, mais la condition sine qua non, c'est de respecter les mesures barrières pour éviter la transmission et de suivre le traitement qui a été mis en place par les médecins. Et vous pouvez les contacter et régulièrement les consulter en ce sens. La question que je posais, c'est celle de savoir si les traitements sont nécessaires, même pour ceux qui sont asymptomatiques. Même pour les malades qui sont asymptomatiques. Non, très clairement, Pourquoi non. donc donner des traitements que vous appelez traitements ambulatoires, même quand les malades ne présentent pas de signes? Quelle est l'importance de... D'abord, je ne pense pas qu'il soit prévu de donner des traitements ambulatoires, même quand les patients ne sont pas symptomatiques. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas... Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, le conseil scientifique a codifié cela. Aujourd'hui, on administre un traitement. D'abord, régulièrement, le test est fait devant des symptômes. Donc, lorsque vous avez déjà des symptômes, ça veut dire qu'au minimum, vous êtes entré dans la maladie, ou dans une phase bénigne, et au maximum, elle peut évoluer sur une forme grave. Donc, à ce moment-là, le test fait devant des symptômes implique un traitement. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des tests systématiques. Vous avez eu des sociétés de la place publique qui ont testé tout le personnel. Parmi ce personnel, il y a des gens qui se sont découverts être Covid positifs. S'ils n'avaient pas été testés, est-ce qu'ils auraient pris un traitement? Non. Et une grande partie de ces personnes sans traitement ont évolué naturellement vers la négativation du test à ce moment-là. Donc, il n'est pas nécessaire, parce qu'on est testé Covid positif alors qu'on se sent bien, qu'on n'a aucun symptôme, il n'est pas nécessaire de prendre un traitement. Et c'est la dérive qu'il y a eu au début, mais parce qu'au début, on ne connaissait pas comment elle a évolué. On ne connaissait pas le virus, on ne connaissait pas son évolution naturelle. Aujourd'hui, on la maîtrise un peu mieux et on sait, je le répète, que positif ne veut pas dire malade ou décès. Effectivement, parce que là, on avait un tout petit peur. On se disait que non, une fois qu'on est positif, c'est que forcément on est déjà malade. Mais là, c'est plutôt rassurant de savoir qu'on peut être positif et on peut même ne pas prendre de médicaments et se retrouver guéri, et se retrouver déclaré guéri par la suite. Est-ce que c'est ça? Absolument, absolument. Vous avez des couples qui dorment dans la même chambre, qui dorment dans le même lit. Un conjoint fait la maladie et l'autre ne l'a jamais fait. Jamais, n'a même jamais été testé positif. Jamais. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont eu la possibilité de se faire tester régulièrement
mais qui n'ont pas été positifs. Donc on sait qu'on peut attraper la maladie, on sait qu'on peut la contracter, on ne sait pas pourquoi certains la contractent et d'autres non. On sait qu'elle peut évoluer vers la gravité, on sait pourquoi certains vont évoluer vers la gravité, on ne sait pas pourquoi d'autres qui n'ont aucun facteur de risque de gravité vont quand même faire une forme grave. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais dans une immense majorité des cas, le Covid, le maximum de décès, c'est 3%. C'est entre 0,9 et 3%. Alors, docteur, après combien de temps guérit-on du Covid? 14 jours? 28 jours? Non. 14 jours, c'est en général la phase d'incubation, le développement de la maladie. Et on s'est rendu... Une fois qu'on a été testé positif? Une fois qu'on a été testé positif, en général, il faut compter un délai entre 14 et 30 jours. Mais le traitement, c'est sur une semaine? Le traitement n'est que si vous développez des symptômes. Oui. Mais des fois, vous ne développez pas de symptômes et donc vous finissez par votre organisme réussit, votre système immunitaire réussit à vaincre la maladie à ce moment-là. Alors, vous parlez de 14 et de 30 jours, docteur, après les 2 premières semaines de quarantaine. Qui sont prévues par le conseil scientifique. Il est également recommandé d'observer 2 autres semaines de quarantaine. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment va évoluer la maladie. En général, je vous ai dit qu'on a 7 ou 14 jours pendant lesquels le virus s'imprègne dans l'organisme. On sait qu'après ces 14 jours, le système immunitaire doit s'être mis en route. Donc, il s'est mis en route, vous n'avez rien. Ça va? OK? Il s'est mis en route, vous êtes malade, on traite. Des fois, il s'est mis en route de façon désordonnée. À ce moment, c'est sa mise en route désordonnée qui pose problème. Et dans ces conditions, souvent, c'est beaucoup plus grave. Il faut vous hospitaliser. Et puis, à un moment donné, si ce délai est passé, que vous portez bien, que le traitement a été efficace, que l'évolution naturelle s'est faite, il y a une phase de contrôle. Parce que comme dans toutes les pathologies, il y a une rechute qui peut se faire, et puis on cherche aussi à savoir s'il y a une immunité qui persiste sur la durée. Celle-là n'est pas encore établie de façon claire. Certains parlent de 30 jours, d'autres de 60 jours, de 2 mois, c'est le maximum qu'on ait observé jusqu'aujourd'hui, mais personne ne sait si effectivement il y a une immunité par la suite. Il y a des phénomènes de rechute, donc ça nécessite d'être suivi encore pour la deuxième période de quarantaine. Après la deuxième quarantaine, le plus dur, c'est souvent de se refaire tester parce que les équipes mobiles, elles sont déjà occupées ailleurs, elles sont occupées à aller tester les personnes qui ont des symptômes. Est-ce que là, on ne perd pas quelque peu d'élever un peu plus le taux de guérison? Oui, mais ça, parce que c'est pas évident. Hein? En fait, ça a 2 importances. Effectivement, pour le nombre de guéris, de montrer qu'on a une évolution positive, mais aussi pour les études et la recherche par la suite. Mais en tant que tel, pour le patient qui a fait la maladie, j'ai été contrôlé positif. Soit j'ai pas fait la maladie et je me sens toujours bien avec ou sans le Covid. Soit j'ai fait la maladie et j'ai été traité, j'ai été guéri. Pourquoi rentrer dans une phase de test permanent? Pourquoi? Pourquoi se tester continuellement alors qu'on a fait la maladie? Pour se rassurer qu'on n'a plus la maladie. Vous ne l'avez plus. Et qu'on est effectivement guéri, quoi. Mais oui, si vous êtes effectivement guéri, vous le ressentez. Lorsqu'il y a des paramètres de guérison, et notamment en général, le premier paramètre souvent à la sortie, c'est le test. Pour tous les patients qu'on a eu hospitalisés, qu'on a eu à suivre dans les différents hôpitaux de la place, généralement, quand ils sortent, c'est quand un test répond en disant « OK ». Nous avons des signes cliniques, nous avons des signes biologiques qui attestent que la maladie est derrière nous et en plus, votre test est positif. Alors effectivement, si on rentre dans la sensibilité des tests qui peuvent être faux négatifs ou faux positifs, là, ça change. Mais généralement, c'est l'état clinique. En même temps, on peut se croire déjà guéri alors qu'on a toujours le virus en nous et pouvoir le donner aux autres et contaminer aux autres. En général, quand on déclenche la maladie, on n'est plus très contaminant. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est plutôt rassurant à ce moment-là. On remarque à notre arrêt dans cette édition de Scène de presse, la loi 1076 sur les associations culturelles fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les artistes n'en disent pas le plus grand bien. En demandent-ils trop? Question que René Oranja a posée à quelques journalistes dans la rubrique Édito. Cette loi vient restituer à l'artiste ce qui lui est dû, ce qui lui manquait depuis longtemps. Maintenant
Il y en a qui estiment que le législateur aurait pu aller plus loin. Ils espèrent que le législateur ira plus loin dans l'examen de cette loi. Il y en a qui n'en veulent pas. Il y en a qui sont d'accord, entièrement d'accord avec le projet de loi gouvernemental. Ceux qui ont choisi la chanson, le cinéma, le théâtre, la musique d'une manière générale, ceux qui ont choisi le barreau, ceux qui ont choisi le journalisme, ce sont des professions libérales. Ce sont des professions libérales, c'est-à-dire qu'on a choisi volontairement. Et les pouvoirs publics ont la responsabilité, je vais dire l'obligation de créer un cadre général dans lequel toutes ces professions libérales doivent évoluer. La formule jusqu'ici appliquée par le gouvernement, notamment en matière de répartition des droits d'auteur et donc avec le compte spécial d'affectation, ne leur conviendrait pas. L'État n'a pas l'obligation d'aider financièrement les artistes, comme les journalistes, comme les avocats, comme les écrivains. Non, mais l'État a cette obligation de créer, de baliser, n'est-ce pas, un cadre dans lequel les activités doivent évoluer, un cadre juridique, un cadre légal dans lequel ils doivent évoluer normalement. Ça, c'est l'obligation de l'État. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme désordre et même problèmes qui sont allés jusqu'en justice au niveau de la création des sociétés de droits d'auteur qui relevaient un certain nombre d'insuffisances à cette loi. Je pense que c'est des ajouts, des compléments et des suggestions qui peuvent enrichir la loi en définitive lorsqu'elle va finir par être examinée et adoptée. Le gouvernement, en créant des fédérations, il fallait associer, n'est-ce pas, à cette élaboration les artistes. Je pense que c'est là où il y a un problème. Mais quant à créer des fédérations, ça c'est tout à fait normal. L'État doit, n'est-ce pas, créer un cadre d'évolution de manière à ce que s'il vient en aide, il faut qu'il sache que c'est dans ce cadre-ci que j'accorde une aide normale pour que les activités culturelles puissent s'épanouir. Mais je crois que c'est ça qui pose réellement un problème. On ne pourra jamais, ça il faut le dire, on ne pourra jamais être d'accord avec tout le monde. C'était donc le point de vue des journalistes sur cette question sur la loi portant donc association culturelle au Cameroun. Et sur le plateau avec moi, le professeur Célestin Sietchouadjuichou, qui est le chef de la division des affaires juridiques au ministère des Arts et de la Culture. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir. En face de vous, Ruben Binam Bikoy, qui est pianiste, entrepreneur culturel, fondateur du groupe Makaz, chef de plusieurs orchestres, dont X-Malaya et l'antenne Afrique pour Manu Dibango. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, paix à son âme. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vous accueille avec cette question, Ruben Binam. Ce texte tellement querellé sur lequel les artistes ne disent pas beaucoup de bien, est-ce que ce texte vous est étranger ? Tout à fait entre nous. Oui, tout à fait entre nous, et je parle à titre personnel. Moi, j'ai découvert ce texte lorsqu'on a commencé à commenter son entrée dans les arcanes de l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là que j'ai sauté de mon siège pour me dire « Ah tiens, il y a une loi qui est en train d'être déployée à ce niveau-là. » Ça m'a vraiment surpris. Et je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Il est vrai, je pense que les techniciens du ministère des Arts et de la Culture, je leur accorde cela parce que c'est quand même c'est une institution sérieuse. Je doute qu'ils auraient pu travailler sans consulter. Ça, je dois le dire. Mais au-delà des consultations qui ont été faites, lorsque des enfants du Cameroun élèvent la voix à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers la rue même, pour se plaindre et dire qu'ils n'ont pas été consultés, il me semble quand même qu'il faut quand même tendre l'oreille pour comprendre un peu dans quelle mesure on peut intercepter leur contribution. Voilà. Alors, professeur, quel était l'objet de la rencontre de jeudi dernier avec les coordonnateurs des pôles artistiques ? Merci pour la question. La rencontre de jeudi dernier avait pour but justement de regarder avec les coordonnateurs et les différents responsables des pôles artistiques d'échanger sur cette loi et de leur donner des informations additionnelles pour leur permettre justement d'aller vers les artistes et leur expliquer le pied fondé de la loi.
Alors, quand vous parlez d'informations additionnelles, est-ce que cela suppose qu'avant cette rencontre-là, il y en a eu une autre ou alors d'autres rencontres dans le cadre de la préparation de ces textes-là? Mais je veux vous surprendre. Contrairement à ce qu'il se dit et s'écrit, s'entend ici et là, nous avons travaillé avec des artistes. Permettez que je vous fasse la genèse. Tout part de... En quelques mots, s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, tout part donc, pour donner un élément le plus récent, de la dernière RECAN, la rentrée culturelle artistique 2020, dans son nouvel format. Alors, si vous vous souvenez bien, cette RECAN a mis en évidence les pôles artistiques et culturels qui sont des espèces de préfiguration des futures fédérations. Et ça s'est fait au niveau de l'ensemble du territoire national et pas seulement à Yaoundé. Et donc c'est dès cet instant que le projet était sur la place publique. C'est dès cet instant qu'on a commencé à en parler au même moment que, évidemment, il y avait une maturation sur le projet de texte lui-même. Non, excusez-moi, je ne peux pas laisser dire ça. Permettez qu'il termine, voilà, qu'il a jusqu'au bout et puis vous pouvez intervenir, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Donc, je suis en train de dire que il y a eu une consultation. Il y a une consultation qui s'est faite de façon populaire. Tacite? Non, pas tacite, de façon populaire, formelle. Puisqu'on en parle depuis la RECAN, la rentrée culturelle et artistique 2020. Il se trouve simplement que peut-être il y a certains artistes qui, dès cet instant, ont compris. Il y a d'autres qui n'ont pas compris. Je crois que c'est ça la différence. C'est ça la différence. Je réagis en disant que lorsque le ministre, son Excellence le ministre de la Culture, invite les artistes pour présenter un peu sa vision, en présentant le profilage des artistes en fédération d'ailleurs, si je me souviens bien, il fait une proposition. Il projette un peu la manière dont il voit les choses. On s'assied, on discute avec lui par corps de métier, disons ça comme ça. Et après, le temps des RECAN arrive. Lorsque les RECAN arrivent, je ne suis plus vraiment au ministère, on a nos activités, donc on n'est pas forcément avec vous tous les jours. Mais il me semble qu'à ce moment-là, il organise des commissions en mettant à la tête de chaque fédération. On ne va pas appeler ça fédération puisque leur statut juridique n'est pas avéré à ce stade. Mais corporation même, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, mais oui, voilà, le mot m'est revenu, pôle culturel. Il a organisé des pôles culturels, je crois qu'il y en avait 23 ou 24. Et de façon tacite, on a désigné des responsables à la tête de ces pôles culturels. Nous, à ce moment-là, excusez-nous peut-être de ne pas avoir compris les choses à long terme, mais nous avons compris que c'était pour gérer une contrainte technique, la mise en place des RECAN, et ça peut se comprendre. Les RECAN ont eu lieu pendant 2 semaines. Chacun est rentré chez soi. Je pense que lorsque on veut émettre une loi, on peut maintenant convoquer les gens qu'on pense utiles à la réflexion pour leur permettre à ce moment-là d'apporter des contributions. Et je pense que c'est de là que vient le problème. Parce que vous êtes le représentant ici du ministère des Arts et de la Culture. Je ne vous accorde aucune mauvaise foi. Je pense que nous tous, nous souhaitons que le Cameroun prospère et progresse. Mais, j'insiste, les gens qui élèvent la voix, et je fais partie de ceux qui n'élèvent peut-être pas la voix, mais qui ne sont pourtant pas d'accord avec cette démarche-là. Nous avons des choses à proposer. Quand bien même il viendrait le moment d'élaborer une loi qui concerne les associations culturelles, c'est pas normal de mettre à l'écart des gens qui vont pourtant vivre les effets de cette loi au quotidien dans l'exercice de leur profession. Bien, ce que je souhaite dire dans votre propos, vous-même vous reconnaissez que il y a une consultation qui s'est faite, mais simplement cette consultation ne s'est pas poursuivie dans ce que vous dites. Oui. Mais en réalité, il y a eu tout ce travail commencé pendant la RECAN, c'est poursuivi. Dites. Oui. Mais en réalité, il y a eu tout ce travail commencé pendant la RECAN, c'est poursuivi. Mais simplement que, comme je l'ai dit tantôt, la grande mobilisation qu'on a observée pendant la RECAN, n'est-ce pas, ce n'est plus la même, pour les raisons que l'on peut comprendre, ce n'est plus la même mobilisation après, post-RECAN. Mais le travail a
continuer. C'est l'information que je souhaitais apporter. Je voudrais qu'on parle des griefs que les artistes ont contre ce texte-là. Vous parlez d'intervention abusive du ministère des Arts et de la Culture dans les associations culturelles. De quoi vous plaignez-vous concrètement? Déjà, il faut comprendre qu'un artiste ou bien un groupe d'artistes qui se serait constitué en association, ce sont des esprits libres. Hein? Ce sont des esprits libres, ce sont des personnes qui sont... il ne faut pas les brider. Parce que le mouvement culturel part aussi de cette énergie-là. S'il est bridé, eh bien, ça devient une forme de fonctionnariat. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais ce n'est pas vraiment l'environnement qui cadre pour la créativité artistique et l'expression de l'art dans son essence. La loi, si je me souviens bien, c'est vous le spécialiste, je l'ai parcouru, mais lorsque vous avez par exemple un régime on va dire, d'autorisation tous les 5 ans, c'est très contraignant. C'est extrêmement contraignant parce que tous les 5 ans, à peine vous avez reçu votre autorisation, vous commencez à exercer en tant qu'association nouvellement reconnue. Vous n'avez même pas fait un plan d'action. Le minimum pour un plan d'action, c'est 5 à 10 ans. Vous n'êtes même pas engagé dans la recherche de vos moyens, de vos possibilités, et dans l'exécution, la mise en œuvre de vos idées. Vous êtes déjà préoccupé et stressé du fait que vous devez renouveler votre agrément. Ça, sur le plan pratique, ça pose un problème. Alors là, il s'agit de l'article 7, j'espère qu'on pourra l'avoir sur l'écran. L'article 5 déjà qui dit que les associations déclarées et autorisées accèdent au statut d'association artistique après l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la Culture. Et l'article 7 dit l'agrément des associations artistiques et culturelles est accordé pour une durée de 5 ans dans les conditions fixées par la présente loi. Vous avez également un problème avec l'agrément? Absolument. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Parce que l'agrément va encore demander un tas de procédures administratives qu'il va falloir renouveler tous les 5 ans. Vous avez entendu tout à l'heure, on a parlé de cette extension de l'âge de la retraite pour le personnel médical. C'est 5 années. Vous voyez, 5 années pour travailler. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez quand on a un plan d'action. Et nous, dans le cas d'espèce, tous les 5 ans, on va devoir faire renaître en quelque sorte notre association. C'est une préoccupation dont on aurait pu se passer. Peut-être qu'on peut élargir cette période et permettre aux gens de travailler de façon plus... Juste un exemple comme ça. Si vous allez, je dis n'importe quoi, demander un crédit à une banque et que le gestionnaire, votre agent en face de probation, voit qu'au bout de 5 ans, vous n'êtes plus crédible, vous n'êtes pas forcément... vous avez un problème. Vous ne pouvez pas faire avancer votre projet. Sachant que, par exemple, avec l'administration territoriale, vous étiez dans la fourchette 30 ans et 99 ans. Alors, professeur Célestin Siétua, concernant l'article 5 à propos de l'agrément, vous dites que le ministère des Arts et de la Culture est dans son rôle d'encadrement et de promotion des artistes. Permettez que je réponde d'abord à la préoccupation de M. Ndema. Binam. En fait, le ministère, je veux dire, la loi n'a pas pour finalité de brider la créativité artistique. Non, il faut distinguer ça. La créativité artistique relève du génie propre de chaque artiste. C'est clair. La loi a simplement pour finalité de structurer le mouvement artistique et culturel, c'est-à-dire d'organiser, de mettre de l'ordre, de faire que les artistes se constituent en corps, par discipline, par spécialité, parce qu'il y a des finalités qui sont recherchées. Oui. N'est-ce pas? Il y a des finalités qui sont recherchées, notamment cette affaire d'économie de la culture, aller vers la culture du développement, sortir de la culture telle qu'on la vit aujourd'hui, dont on cherche difficilement la plus-value à l'œuvre de construction ou de développement national. Donc, vous parlez donc de l'agrément. Oui. C'est l'article 5. L'article 6, précisément, qui parle de l'agrément. L'article 7, je parle de la durée de l'agrément. Le problème a été posé ici. Alors, quelle est la logique de l'agrément? C'est très simple. À la base, il y a des associations à caractère culturel d'intérêt économique. Article, je crois, 3 de la loi de 1990 portant sur la liberté d'association.
Il y a les associations déclarées, c'est-à-dire que vous avez votre association, vous avez obtenu un récépissé chez le sous-préfet. Oui. Et il y a les associations autorisées, c'est-à-dire les associations religieuses ou les associations étrangères. Voilà le paysage. Maintenant, il est question de passer dans le statut d'association artistique et culturelle. Alors, le sésame qui vous permet justement de migrer et devenir association artistique et culturelle, c'est l'autorisation. Il faut que le ministre vous agrée. C'est tout. C'est juste une formalité que lorsqu'on vous donne l'association que vous étiez, déclaré que vous étiez, ou autorisé que vous étiez, devient association artistique. Est-ce que ce n'est pas une procédure de plus? Ce n'est pas une procédure de plus. Ce n'est pas une procédure administrative de plus. Ce n'est pas une procédure de plus. Comme je vous le dis, c'est un sésame. Nous sommes dans la structuration. Nous sommes dans la mise en mouvement, dans l'organisation des associations culturelles. D'accord? Et on ne voudrait pas, et justement, pour y entrer, il faut qu'on vous donne l'agrément. Voyez-vous, moi je peux vous dire, il ne faut pas avoir peur de l'agrément. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur de l'agrément. L'agrément, c'est juste une formalité. Et il y a des textes d'application qui, au moment venu, vont fixer, et ça c'est pour répondre à votre préoccupation, vont fixer les pièces qu'il faudra constituer pour avoir le dossier d'agrément. Ruben Binam, vous pensez que c'est une formalité administrative de trop? Non, ce n'est pas le problème. La formalité administrative vient structurer. Tout ce qui structure, personnellement, et je pense que beaucoup d'opérateurs comme moi sont partants. Parce que c'est un secteur qui est sinistré, et tout ce qui structure est bienvenu. Le problème, c'est celui de la durée de l'agrément. À ce niveau-là, je peux vous dire, beaucoup sont solidaires de moi lorsque je dis ça. Alors, un agrément de 5 ans, qui n'a qu'une durée de 5 ans, pourquoi vous ne trouvez pas le temps court pour une association qui veut construire sur la durée ou qui a déjà des projets et qui veut, par exemple, obtenir des financements auprès des banques? Est-ce que 5 ans, ça ne vous semble pas court? 5 ans, c'est un laps de temps à la fois court, mais à la fois long aussi. Mais c'est le temps de la loi, c'est le temps légal. Mais simplement, pour vous rassurer, n'est-ce pas, c'est que ce temps, à l'issue de la période de 5 ans, vous avez la possibilité de demander le renouvellement. Et vous n'attendez pas que les 5 ans, le délai soit échu à la 5e année pour demander le renouvellement. Aux portes de l'échéance, vous introduisez un dossier de renouvellement. Et si vous avez bien travaillé, on vous donne votre renouvellement. Qu'en est-il des structures qui sont basées, si vous permettez, Lucrèce, hors de la capitale? Par exemple, une association culturelle qui est basée à Maroua et qui doit renouveler son agrément, elle le fait là-bas, dans sa circonscription, ou bien elle doit venir à la capitale? Eh bien, en vertu du principe du parallélisme de forme et de compétence, c'est le ministre de la Culture, chargé de la culture, qui délivre et qui renouvelle l'agrément. Simplement, je comprends votre préoccupation, je comprends votre préoccupation, mais le dossier est introduit à la délégation, qui l'achemine ici, d'accord, et puis ça se gère. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous faites simplement le dossier, vous déposez à la délégation qui les achemine à Yaoundé et le dossier est traité et vous avez la réponse. Alors, Ruben Binam, l'autre pomme de discorde, ce sont les statuts types pour les fédérations. En quoi est-ce que cela constitue un problème pour vous? Bon, ça constitue un problème, et encore une fois, je ne parle pas à titre personnel. Tout à fait. Mais ça pose un problème de principe, parce que lorsque vous vous mettez avec vos amis, vos collègues, à mettre sur pied une organisation culturelle, de type associatif, vous avez vos objectifs à atteindre, vous avez vos spécificités aussi, et vous avez vos prérogatives à faire valoir. Lorsque la loi prévoit des statuts types, qui veulent dire que l'association que je crée, par exemple, aujourd'hui, avec des objectifs spécifiques, seront les mêmes statuts que l'association qu'un autre, dans un autre secteur d'activité, va créer,
Il s'agit bien de l'article 22. L'organisation et le fonctionnement des fédérations des associations artistiques et culturelles obéissent aux dispositions des statuts type rendus exécutoires par arrêté du ministre chargé de la Culture. Je trouve ça... Oui, c'est l'une des règles auxquelles l'association est subordonnée, parce que l'association artistique et culturelle est tenue de respecter la loi. Statuts. De respecter ses statuts. Oui. Mais l'idée de statut type, c'est quoi? Pourquoi cet encadrement serré, on va dire ça? Pourquoi cet encadrement? Mais parce que on est dans, comme je l'ai dit tantôt, on est dans l'organisation. L'organisation ne se fait pas avec l'improvisation. Voyez-vous, le statut type, c'est qu'un cadre qu'on vous donne, n'est-ce pas? Je veux dire, ça va prendre la forme d'un arrêté. Pour vous dire, voilà, lorsque vous êtes une association artistique et culturelle, vous proposez dans votre statut. Dans ce statut, veillez à ce que, voyez-vous, il y a un président, il y a une assemblée. Veillez à ce que dans les fonctions, vous devez avoir ceci, vous devez avoir cela. Le reste, c'est vous qui le faites. Donc c'est un cadre qui peut être enrichi en fonction des spécificités de chaque association. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que le ministère vous donne un statut, vous impose un statut. Qui ne peut pas bouger. C'est un moule. C'est un moule dans lequel vous pouvez maintenant y entrer et faire tout ce que vous voulez. C'est un moule. Dans ce cas, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas comme ça qu'on le comprend quand on lit à distance. C'est pour ça qu'il faut des émissions comme celle-ci et que nous travaillons avec les artistes pour faire... Vous allez travailler dans d'autres cadres qui sont plus... Là, nous sommes là pour éclairer l'opinion. Ruben, l'autre article qui semble faire couler beaucoup d'encre et de salive, c'est l'article 37 alinéa 2B, et qui porte sur le financement extérieur. Oui. Alors, les fédérations peuvent recevoir des dons et legs de toute nature, ainsi que des financements d'organismes nationaux et internationaux dans le cadre de leurs activités, sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé de l'administration territoriale. Et c'est cette autorisation préalable qui semble gêner les artistes. Pourquoi? Non, je souhaitais que le professeur nous fasse un commentaire. Qu'est-ce qui a motivé Non, la question que moi je vous pose, c'est de savoir qu'est-ce qui vous pose problème derrière cette autorisation préalable. Ce qui pose problème, comme je le disais tout à l'heure, l'univers artistique est un univers qui n'aime pas les contraintes. Je vous dis une vérité, peut-être que je fais bien de vous le dire. C'est un univers qui n'aime pas les contraintes. Lorsqu'un opérateur culturel a mis en place son projet, il a besoin de sentir qu'il est le maître de son affaire. Lorsque ça devient l'affaire de l'État, on ne parle plus de liberté d'entreprendre sur le plan culturel. On n'est plus dans le même univers, on n'est plus dans la même réalité. Comment ça se passe ailleurs, Ailleurs, lorsque vous montez une organisation, enfin une association culturelle, vous avez un statut, vous avez des objectifs à atteindre, un objet qui est connu, et en fonction de l'objet que vous avez défini, afin que nul n'en ignore, vous pouvez demander des appuis à toute autre forme d'organisation qui est susceptible de composer avec vous, de renforcer vos capacités, et vous pouvez obtenir des subventions pour les formations, vous pouvez recevoir des dons en équipement, vous pouvez recevoir parfois même des financements en liquide pour mettre en œuvre un programme spécifique. Et ça se fait dans le gouvernement, par exemple, dans l'environnement, un environnement que j'ai un peu pratiqué, celui de la France. Ça se fait avec toute la souveraineté de l'association. Tout à fait. Vous voyez? Sauf que... Pourquoi cet encadrement? Pourquoi ce préalable? Pourquoi ce préalable? Pourquoi ce préalable? Pourquoi cette autorisation préalable du ministère de l'administration territoriale? Au jour d'aujourd'hui, vous connaissez le contexte, n'est-ce pas? Le contexte national, le contexte international, n'est-ce pas? Oui. C'est le terrorisme, c'est le blanchiment d'argent, c'est toutes ces choses. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas, l'État ne peut pas ne pas mettre des filtres. Au jour d'aujourd'hui, vous évoquez si bien le cas de la France, même aujourd'hui en France, les financements extérieurs sont étroitement surveillés. Vous comprenez? Et donc le Cameroun ne pouvait pas ne pas en tenir compte. Et je veux vous dire à titre comparatif,
dans le cadre de la loi de 1990 sur les associations, voyez-vous, lorsque les associations religieuses ou étrangères reçoivent des financements, c'est sous l'autorisation préalable. Oui, ça, je me souviens de l'administration territoriale. Donc, c'est ça. Donc, comprenez bien ces dispositions. Elle n'est pas pour vous empêcher d'avoir les financements. C'est dans l'intérêt de la sécurité, de l'ordre public de notre pays. Mais vous êtes d'accord avec moi, la loi, quand elle est écrite, ça fait plaisir. Et là, vous la décryptez de manière tellement... vous êtes rassurant. Hein? Mais non, ça, c'est l'esprit de la loi. Il s'agit de vous expliquer. Je vous explique, je vous donne des informations que vous n'avez pas. J'aimerais simplement apporter quelque chose en plus. Oui. Vous êtes conscient aussi que lorsque cela va être implémenté dans les différents bureaux, on ne sera plus là, on ne sera pas assuré de la bonne foi de tout le monde non plus. Nous allons marquer un arrêt. On se retrouve dans quelques instants. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter un cinéaste de renom, Basek Bakobio, qui dit son ressenti par rapport à cette loi sur les associations culturelles. C'est un focus dans cette édition de Scène de presse. Le ministre Bidoun Kwat avait habitué les artistes à les associer très régulièrement à toutes les prises de décision. Cette loi-ci, malheureusement, a échappé à cette règle-là. Et nous découvrons en termes d'heures cette loi qui est sortie et qui, malheureusement, souffre de ce que je crois qu'elle a été écrite par des gens qui sont plus du côté de la théorie que de la pratique. On vous dit par exemple qu'on ne peut pas diriger une structure qui fait affaire avec une association et diriger l'association, c'est très théorique ça. C'est-à-dire que dans mon cas par exemple, je ne peux pas être à la fois directeur général des films Terre africaine et diriger l'association Écran Noir qu'elle a créée, parce que c'est la société Terre africaine qui pendant 10 ans finance presque entièrement l'association. Lorsque nous avons eu des réunions avec le ministre pour préparer, pas cette loi, mais des choses qui allaient dépendre de cette loi, 2 exemples avaient été pris par le ministre, moi qui m'avais marqué. Lorsqu'il a parlé, par exemple, des associations qui pourraient remplacer le ministère au moment de dire à différentes ambassades européennes, américaines qui sont ici que oui, tel est cinéaste, tel est musicien et que vous pouvez lui donner un visa sans problème. On aurait pu penser qu'une fédération qui décide, qui organise la structure, qui sait par exemple que pour être caméraman, il faudra avoir été assistant 3 fois, donc qui délivre des cartes. Par exemple professionnel, on aurait pu penser qu'une telle fédération, c'est à ça que cela allait servir. Je ne sais pas si les décrets d'application sont de nature à redresser toutes ces choses-là, mais si l'on pouvait revoir certains points de cette loi qui permettraient, n'est-ce pas, que tout le monde soit d'accord, n'est-ce pas, avec cette proposition, parce qu'il est évident que nous avons besoin d'organiser le secteur. Alors Ruben, j'imagine que vous vous retrouvez dans ces propos de Basek Bakobio. Mais absolument. Lorsque vous avez une icône comme Basek Bakobio au Cameroun qui se plaint d'une loi et qui s'étonne de ce qu'on n'ait pas consulté son intelligence, moi je crois que ça pose problème. Je crois sincèrement qu'on doit avoir l'humilité en tant que Camerounais, même si on est au niveau de l'administration des choses, de revoir sa copie. Parce que ceux qui se plaignent, je ne le répéterai jamais assez, ce sont des personnes qui travaillent pour que la culture du Cameroun vive au quotidien. Et cette loi, si elle est votée aujourd'hui, comme je pense elle est en bonne voie d'être adoptée, elle aura une incidence sur ma vie et sur la vie de centaines de Camerounais qui font la culture du Cameroun sur le terrain tous les jours. Je crois que ça nécessite un peu de considération. Oui, M. Basek Bakobio, c'est une icône. C'est quelqu'un qui est tout le temps au département ministériel, qui est souvent consulté sur les grandes questions du ministère. Mais je crois aussi qu'il y a eu d'autres icônes qui ont reconnu ailleurs, qui les ont été consultés. Simplement, je voulais dire qu'il y a un réel problème dans le sous-secteur. C'est le problème de la représentativité. Parce que toute cette question pose le problème de la représentativité. Quand vous regardez le fichier, vous pensez que M. Basek n'est pas assez représentatif du secteur du cinéma, par exemple? Puisque je vous dis, il y a M. Basek qui dit, il a été reçu par le ministre, bon, on a parlé d'autre chose et pas de cette loi.
Mais je dis également qu'il y a d'autres icônes. Élise Mbalameka, par exemple. Qui fait dans le cinéma? Non, qui fait dans le théâtre, qui est une icône. Et je disais donc que le problème de fond, c'est la représentativité. Convenez avec moi que lorsqu'on aura la fédération, on aura les fédérations, on aura désormais à l'avenir des interlocuteurs avec lesquels le ministère va aller, l'État va aller, lorsqu'il y a un vrai problème. Je rebondis par exemple sur la question du statut des artistes qui est revenu dans les débats. Est-ce que vous savez que le statut de l'artiste, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas été tout simplement mis de côté? Le statut de l'artiste, le texte est là. On attend simplement que les fédés se mettent en place pour qu'on leur donne, pour qu'ils étudient eux-mêmes le texte, font des amendements dans le sens de ce qu'ils veulent, avant pour que, par la suite, n'est-ce pas, le processus réglementaire ou législatif prenne le relais. J'aimerais réagir à ça. Allez-y rapidement. Je pense que là, on s'achemine vers une vision unilatérale, malheureusement. Et encore une fois, il y a des contributions. C'est une très très bonne chose. Elle est urgente de structurer le secteur. Mais fédération, moi, le moi est haïssable, mais j'assume cette fois mon ego. J'ai un problème avec cette vision des choses. Autant ça aurait pu passer pour organiser les RECAN de façon ponctuelle, autant s'acheminer vers l'organisation du secteur culturel. En parlant de fédération, on va se casser la figure. Pourquoi? Permettez-moi de vous le dire. D'abord, on n'est pas dans le domaine sportif. Ensuite, nous n'allons pas inventer le fil à couper le beurre. Ce qui se fait partout, et il m'a été donné l'occasion de travailler un peu partout dans le monde, ce sont des structures qui permettent de professionnaliser le secteur des arts et de la culture. Je vais vous donner quelques exemples. Prenez le secteur il faut créer des maisons de la culture. Nous avons 360 arrondissements au Cameroun. Imaginez que dans 360 arrondissements, on crée une maison de la culture qui va être sous je le dis comme ça, et je pèse mes mots malgré moi, le parrainage des mairies d'arrondissement, qui va être financé par le FECOM par exemple. Vous avez là des incubateurs de talents. Vous avez là des endroits où on pourra employer les professionnels du secteur des arts et de la culture. Je pense aux musiciens, je pense aux encadreurs du théâtre, cinéma. Vous aurez là des pôles pour la création des activités dans les arrondissements, les mairies, où vous n'aurez plus les enfants qui vont aller vendre des arachides pendant les vacances parce qu'ils seront affiliés à ces maisons de la culture. Et vous avez par ailleurs une incidence sur la vie culturelle parce que tout ce qui va être produit à ce niveau-là, ces maisons de la culture ont leur scène et elles vont animer l'univers de la culture. Et là, je vous parle d'une maison par arrondissement, c'est-à-dire au niveau du Cameroun, en termes de structuration, 360 maisons de la culture qui ne nous coûtent pas plus cher que ce qu'on veut faire aujourd'hui, qui absorbent des professionnels qualifiés et qui peuvent générer des talents à grande échelle. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, les maisons d'édition. Parce que lorsqu'on parle des industries culturelles et créatives, ce sont les éditeurs qui font de l'argent dans ce secteur-là. Si on assainit l'environnement de notre pays, le Cameroun, il n'y a plus de piratage ni de contrefaçon. Les éditeurs, faisons dans le cadre de cette loi-là un toilettage. Définissons un statut pour les éditeurs en assurant qu'il n'y aura plus la piraterie et la contrefaçon. Je vous assure, on va parler en termes de milliards. En termes de milliards de francs, je pense même dizaines de milliards de francs. Et à ce moment-là, les éditeurs auront une influence sur les OGC, qui aujourd'hui, excusez-moi, sont des petites organisations qui organisent la répartition de gré à gré. C'est plus des caisses sociales que des organisations qui défendent le droit d'auteur. Donnez la force aux éditeurs, aux producteurs, en assainissant le milieu. Vous verrez si le milieu ne va pas se professionnaliser. Il me semble que le Cameroun est en avant-garde là-dessus. Dans les années 80, nous avions des maisons de production, nous avions des artistes comme Eco Roosevelt d'ailleurs, qui ont fait énormément d'argent avec la musique. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il y a eu la contrefaçon. Et depuis qu'il y a la contrefaçon, on n'a pas résorbé le problème. Et comme on n'a pas résorbé le problème, les artistes sont clochardisés. Et comme les artistes sont clochardisés, aujourd'hui on nous dit on va créer les fédérations. Et les fédérations vont multiplier par N le problème qu'on a aujourd'hui avec le droit d'auteur. Les bagarres, les clanismes. Je réponds en disant ceci. Il y a actuellement au ministère la révision du cadre organique du ministère. Et dans la révision du cadre organique, il est prévu des maisons de la culture.
J'en suis heureux, hein. C'est prévu. Je serais heureux de contribuer à ce niveau. Ensuite, parce que j'ai une expertise quotidienne là-dessus. D'accord. Ensuite, je voulais vous dire, la fédération, c'est, comme je l'ai dit tantôt, la structuration du mouvement artistique et culturel, soit l'organisation des artistes. C'est pour l'organisation des artistes. Il ne faut pas perdre de vue que tout cela va de pair dans un environnement. Je vous ai parlé tout à l'heure du cadre organique qui va prévoir les maisons de la culture. Souffrez également que je vous dise que on a en même temps besoin que les artistes soient organisés. Vous n'allez pas, vous dites que vous connaissez le milieu, n'est-ce pas? En l'entame de cette émission, vous avez dit, vous êtes d'accord que il faut une organisation. Quelle est la situation dans le milieu? C'est ce que je Quelle est la situation dans le milieu? Pas de vision unilatérale, monsieur. C'est le chaos. Absolument. Alors il faut l'ordre. C'est le chaos, mais il faut de l'ordre. Comme on dit, une étincelle. Il faut que les artistes soient organisés. Vous avez une étincelle dans cette obscurité-là. Les opérateurs culturels qui travaillent au Cameroun, ils ont des résultats. Nous avons vu tout à l'heure les écrans noirs portés par M. Bassek Bakobio. Excusez-moi, je vais finir mon propos. Vous avez le festival Yara, vous avez des tas d'opérateurs qui arrivent à faire vivre la culture au Cameroun, à produire des artistes, sans rien demander à l'État. Nous sommes absolument d'accord. Et je vais vous dire, appuyez-vous sur ceux-là qui ont une expérience de terrain, ils vont vous apporter beaucoup plus pour l'élaboration de cette loi, je vous assure. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, nous sommes je voudrais qu'on avance, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'article 36B, dont M. Bassek Bakobio a parlé il y a quelques instants. Nul ne peut être directeur, administrateur ou contrôleur d'une association s'il a des intérêts dans une société ou entreprise entretenant des relations d'affaires avec l'association. En clair, M. X est directeur général d'une association qui a imaginé financer un festival, mais ne peut être ni administrateur responsable de cette association. Quel est le problème que le ministère a voulu résoudre à travers cet article 36B? Mais éviter les conflits d'intérêts, c'est tout. Il ne faut pas oublier que les associations artistiques et culturelles vont bénéficier des financements publics. C'est ça. Les artistes ne le disent pas. Ce qui va changer avec ces lois, c'est que les personnes publiques, désormais, vont financer. Vous comprenez? Et lorsque l'État met son argent sur la table, il y a un certain nombre d'implications qui en découlent. Donc, par exemple, le refus des conflits d'intérêts. Ce n'est d'ailleurs la loi sur les associations artistiques et culturelles. C'est pas la seule loi. Je veux juste m'assurer qu'elle ne sera pas rétroactive pour des associations qui sont déjà établies, comme par exemple Terre africaine. Oui, il y a dispositions transitoires qui vont gérer le cas des associations qui sont déjà établies. Vous parlez du cas d'Écran Noir. Écran Noir, c'est une association culturelle qui est reconnue d'utilité publique, n'est-ce pas? Et je vais vous étonner. Savez-vous combien Écran Noir bénéficie au titre du compte d'affectation spéciale pour le soutien à la politique culturelle? Vous savez? Non. Demandez à M. Bassek Bakobio. D'accord? On lui donne environ 10-11 millions. Je peux vous poser une question? Dites-moi. Est-ce qu'avec 10-11 millions, on peut faire un film? Non. Alors, dans le cadre de la fédération du cinéma, d'accord? Si l'État met 100 millions, on ne peut pas faire un film? On peut faire un film, n'est-ce pas? Excusez-moi. On peut faire un film, n'est-ce pas? Répondez à ma question. On peut faire un film, ce n'est pas un film pour vous. Merci. Merci de vous souvenir que je suis là et que c'est moi qui modère ce débat. Allez-y. Alors, l'un des problèmes qu'on a eu avec la loi, justement, et c'est bien de mettre ça en lumière, quel est l'article qui stipule qu'il y aura des financements pour les associations? Ce que je lui disais est également valable pour vous. Je voudrais qu'on avance, s'il vous plaît, parce que le temps commence à nous tenir à la gorge et qu'on s'arrête sur les articles 43 et 56 qui portent sur la suspension en cas de soutien ou de participation à des manifestations à caractère politique. Alors, cela veut-il dire que cela signifie-t-il que les artistes ne pourront plus prester dans les manifestations politiques? Non, il faut faire la part des choses. L'association elle-même et les regroupements, c'est-à-dire les fédés, les guildes, les unions et tout cela sont apolitiques. Mais cela n'exclut pas l'engagement politique des responsables. C'est-à-dire que lorsque vous, responsables de l'association, vous portez votre casquette politique, n'est-ce pas?
Ce ne sera pas au nom de l'association. Ce n'est pas clair. J'ai l'impression que ce n'est pas clair. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est non, c'est pourtant clair. La question que je pose, c'est celle de savoir si, à travers ces articles 43, 50 et 56, on peut en conclure que les artistes ne pourront plus prester dans les manifestations politiques. Et je pense que la régie va nous permettre de lire ces différents articles 43 et 56. Il est interdit aux associations artistiques et culturelles et à leur regroupement de soutenir, de participer à des manifestations organisées par les partis politiques. En clair? Oui, c'est clair. C'est clair. Quelle est la signification? La signification, c'est que les associations sont apolitiques. C'est tout. Ça signifie que les associations ne peuvent pas, avec leur casquette d'association artistique, exemple, l'association, la fédération nationale... Aller, par exemple, animer un meeting... Voilà, la fédération nationale, par exemple, des musiciens, n'est-ce pas, ne peut pas aller dans un meeting politique et en tant que fédération et prester. C'est contraire à ces dispositions. Mais les artistes, eux, peuvent continuer. Ils peuvent aller. Il y a un petit problème, juste pour faire évoluer la conception de la loi. Vous savez, à l'époque, quand j'avais mis le groupe Macas sur pied, nous avions un statut d'association pour acquérir une personnalité morale. Imaginez que je vienne avec mon groupe et qu'on m'engage pour un spectacle de ce type-là, une manifestation politique. Comment est-ce qu'on gère ce genre de cas? Et il y en a beaucoup qui sont dans cette configuration. Il y a même des groupes de danse qui sont des associations culturelles et artistiques et qui vont peut-être être appelés pour un meeting politique. Comment on les gère? Mais il y a la loi désormais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà les la loi effets de désormais. cette loi sur vous n'allez pas avec là. votre casquette d'association artistique et Comment politique. on va faire ça? Vous n'allez pas avec votre casquette d'association artistique et politique. Ça veut dire qu'on considère que ceux qui vont être appelés sur scène, c'est des artistes qui viennent, disons, en rang dispersé, même s'ils constituent le même groupe. C'est compliqué. Ça va poser un problème. Ça ne nous coûte rien de faire des retouches. Ça ne coûte rien. Ruben, lorsque nous préparions cette émission, vous nous avez dit que cette loi, vous donnez l'impression que le Cameroun se mettait un peu en marge de ce qui est fait partout dans le monde. Vous confirmez cela? Et pourquoi vous le dites? Oui, je le confirme parce que le mouvement culturel est un mouvement international. Et comme je l'ai dit, lorsque vous travaillez au Cameroun, on aime beaucoup notre pays et nous travaillons dans notre pays depuis de nombreuses années, mais nous avons aussi été appelés à travailler sur les autres plateformes. Comment ça se passe? Nous allons les yeux fermés parce que les principes sont entendus. La manière dont on gère le plateau, la manière dont on gère les acteurs, la manière dont on gère les organisations est entendue. Que vous alliez au Canada, en France ou en Australie ou ailleurs en Afrique et que vous reveniez au Cameroun. Sauf qu'avec cette loi, je vous annonce que vous allez faire quelque chose de très spécifique. Alors il y a deux alternatives. Soit vraiment nous allons être de vrais révolutionnaires, comme nous l'avons été avec la loi 2000 sur le droit d'auteur. Et c'est ça, je pense que ce pays a cette vocation à être avant-gardiste. Mais ici, vous avez travaillé dans le sens d'éveiller des spécificités un peu à plusieurs niveaux. Mon rôle, c'est de dire, ce n'est pas une mauvaise chose d'être original, mais peut-être faut-il, et j'insiste là-dessus, de façon constructive, consulter les Camerounais qui ont une expérience de terrain en complément de ceux que vous avez déjà consultés et qui vont apporter forcément du positif à ce qui est en train de se construire. Parce que, comme je l'ai dit, nous souhaitons tous que notre pays fonctionne et soit honoré au niveau international. Et je pense que le ministre de la Culture n'a pas d'autre rêve. Et je pense que cela ne nous coûte rien, comme je disais tout à l'heure, de revoir notre copie humblement pour que des aspects d'enrichissement puissent étayer le travail remarquable qui a été fait en amont. 61 articles. Alors, professeur, est-ce qu'il est possible que la voix de Ruben et partant celle des autres artistes qui pensent comme lui, puisse être entendue par la tutelle? Oui, mais le ministère est toujours en situation d'écoute, comme lui-même il a dit. Et donc, le processus n'est pas achevé avec cette loi. Il y a des textes d'application qui vont suivre et qui sont tout aussi déterminants que la loi. Et donc, maintenant que le signal est perçu, je crois que nous avons écouté, je pense qu'on va travailler ensemble, n'est-ce pas, avec le maximum possible. Mais, comme je le disais tantôt, ce sont les fédérations qui vont régler ce problème de représentativité. Vous êtes d'accord avec moi que votre milieu est compliqué, n'est-ce pas? Et il y a des gens dans votre milieu, des artistes dans votre milieu qui disent la moindre des initiatives qui est prise au niveau du ministère, si on ne leur en parle pas,
Si on ne les appelle pas, c'est mauvais. Vous savez non, ça? Ce n'est pas dans un bon esprit, je pense. Et je ne suis pas solidaire de ceux qui parlent de cette manière. Il y a un aspect qui nous préoccupe encore, c'est celui de la localisation des associations culturelles. Le fait que peut-être, est-ce qu'on a mal lu la loi, elle soit confinée à un arrondissement ou à un département, je ne sais pas. Il y a cet aspect-là qui préoccupe la loi, je veux gens. dire, les regroupements sont étagés. Oui. Il y a le niveau local ou d'arrondissement. Oui. Il y a le niveau départemental. Il y a le niveau régional et puis il y a le niveau national. Et là, comme je le disais, c'est les regroupements. Oui. C'est les regroupements. Mais est-ce que cette mesure est rétroactive? Moi, par exemple, j'ai mis en place une association qui existe depuis 2006 et qui avait vocation à travailler au niveau national. Est-ce que cette loi me concerne? Oui, il y a un processus dans les dispositions transitoires. Il est prévu que les associations qui existent déjà, comme vous, dès la promulgation de la loi, dès qu'elle sera effective, vous devez nous faire apporter la preuve. D'accord? Et c'est une question qui va être réglée dans la foulée. Madame, monsieur, c'est le temps des unes du lundi et nous retrouvons Daniel Menanga. Bonsoir Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux panélistes, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver ce jour encore. And then we begin with the Guardian Post Daily saying about Anglophone crisis. Stage set for peace to return to Northwest and Southwest region, jail leaders. Government begin talks. The newspaper proposed several reactions on page 3. Pouvoir, défi actuel sur le même sujet. Pouvoir et séparatiste ouvrent les négociations à Yuktabe. Le leader séparatiste a annoncé l'ouverture des discussions avec les autorités de Yaoundé en vue d'un cessez-le-feu dans les régions anglophones. Le développement en page 3 du premier News Magazine de François Bambou. Et à Mutation, cette confession à la une de Mutation, je ne me suis pas radicalisé. Dixit Christopher Fomonyoun, le directeur pour l'Afrique du National Democratic Institute for International Affairs, s'exprime sur son absence au grand dialogue national, les négociations entamées entre le pouvoir et les leaders séparatistes et sur la succession de gré à gré, pages 4 et 5. Intégration pour intégration, c'est la vengeance du pardon. La tribune des communautés révèle qu'en toute discrétion, Yaoundé avance ses pions avec un récit du cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui s'écrit à l'aide d'une plume chevillée à la fois aux intérêts de l'exécutif et des sécessionnistes. C'est un grand dossier dans les colonnes du journal de Thierry Ndon de la page 4 à la page 11. L'économie report parle entrepreneuriat avec une revue des projets Made in Cameroun. En attente de financement, les initiatives locales abondent. Cependant, les entrepreneurs sont confrontés à un problème de fonds pour produire, transformer et distribuer à grande échelle. Le gouvernement interpellé à lire l'interview d'Emeline Atiena, Executive Manager du consortium Association Entrepreneurs d'Afrique, pages 6 à 7. Prospective Nouvelle s'intéresse au personnel de santé avec la grande nouvelle du début de week-end. Retraite à 55 et 60 ans, une reconnaissance du président de la République aux ouvriers de la santé au péril de leur vie dans le combat contre le Covid-19, page 3. Cameroun Tribune, enfin, zoom sur la perfusion du président aux personnels médicaux et paramédicaux à la suite de 2 décrets signés vendredi dernier par le président de la République et le Premier ministre chef du gouvernement. Les différentes catégories des personnels du secteur de la santé publique voient leur âge de départ à la retraite relevé de 5 années, une mesure chaleureusement accueillie par les bénéficiaires. Analyse et réaction de la page 7 à 11. 4 bonnes pages pour en parler. Et voilà pour l'essentiel des unes parvenues à notre terminal. Ce jour, rendez-vous dans les kiosques. Lucrèce.
Merci Daniel pour les unes du lundi. Rendez-vous dans les kiosques comme vous l'avez si bien dit. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci messieurs d'être venus. Merci également au docteur Yves Martin Handasiga et Line René Batongue qui étaient là dans la première partie de cette édition de Scène de Presse. Surtout, respectons les mesures barrières. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.